C'est vraiment de quoi d'hypocrite pareil, hein, tu sais, parce que les gens disent faites pas d'attaque personnelle, tu sais, faites pas ci, faut parler juste des idées, puis c'est immature quand les gens font des attaques personnelles. Tu sais, deux choses, les gens écoutent les émissions de débat, comme par exemple en France chez Ruquier ou chez Frédéric Tadei ou plein d'émissions comme ça. Et la seule et unique raison pour laquelle ils écoutent ça, c'est parce qu'ils veulent voir, je ne sais pas, moi, Michel Onfray se pogner avec Éric Zemmour ou Emmanuel Todd pogner les nerfs après Bernard-Henri Lévy. Puis en réalité, ils disent j'écoute ça parce qu'il y a des débats de fond. Non, tu écoutes ça parce que tu veux voir deux personnes se pogner entre elles à la télé parce que ça fait un bon show. Puis l'autre affaire, c'est que même dans le monde académique, les trucs qui ont eu le plus de publicité puis le plus de succès, c'est des réponses que deux personnes se font entre elles. Une des plus célèbres étant l'auteur anarchiste Proudhon qui avait écrit un truc qui s'appelait Philosophie de la misère. Puis Karl Marx y avait répondu en écrivant un truc qui s'appelait Misère de la philosophie. Puis ils se bitchaient les deux là-dedans à savoir qui était le maître à penser finalement de la gauche à l'époque, là. Mais ça date pas d'hier, là, les attaques personnelles, puis Ouais. Mais le ça truc veut pas dire. d'intello qui est comme un genre de On, combat d'idées finalement. on peut reconnaître la tendance naturelle, mais on peut aussi la déplorer un peu. Puis, je ne sais pas si. Là, c'est une référence que les Québécois ne connaîtront pas, mais fuck it, on va essayer. Deux personnes qui sont vraiment importantes au 20e siècle aux États-Unis, c'est Bill Buckley, le fondateur de National Review, puis Gore Vidal, qui est un des meilleurs romanciers du 20e siècle aux États-Unis. Puis dans les années 60, pendant les émeutes de 68, ABC News les invite à faire un panel qui coïncide avec les conventions républicaines et démocrates. Mm-hmm. Puis à cette époque-là, ce n'était pas commun d'avoir un débat entre monsieur conservateur, monsieur libéral, puis de les faire débattre à la télé. Ce que la télé faisait, c'était généralement une couverture du congrès puis de la convention, puis c'était plate. C'était absolument plate parce que tu écoutais des affaires, puis c'était long, puis c'était pénible, puis rien d'intéressant. Mais le débat entre Vidal et Buckley a été tellement une réussite incroyable que tout le monde a copié ça après. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'à un moment donné, Vidal avait vu ça comme une chance d'écraser et de ridiculiser Buckley, puis il ciblait avec des petites attaques personnelles, puis à un moment donné, Buckley a pété les plombs, puis il a dit Now listen to me, you goddamn queer. I'm going to sock you in the face so goddamn hard, you'll stay plastered. C'est un moment de télé légendaire à cause que Buckley a pété les plombs. Mais ce que les gens se souviennent, c'est pas les idées. Puis c'est pas le fait que c'était les deux plus grands intellectuels de l'époque, les deux plus grands penseurs de leur courant respectif dans l'espace public. C'est le fait que Buckley a pété les plombs. Puis il a dit qu'il allait péter la gueule pendant les heures de grande écoute. Ça peut être déploré. Je comprends que c'est attirant, je comprends que c'est peut-être notre tendance naturelle, mais une partie de l'aventure de la civilisation humaine, c'est un peu de conquérir nos réflexes primitifs. Oui, ils sont encore là. Hein? À choisir, je ne dis pas qu'ils ne sont pas là, mais tu sais, à choisir entre des fois, tu peux prendre le moindre mal aussi. Tu sais, moi, j'aime quand même mieux que quelqu'un qui aime ça un peu voir de l'action puis voir un débat qui brasse un peu. Je trouve ça quand même des fois peut-être plus rassurant qu'il au moins se consacre à quelque chose de même qu'il passe ses soirées à écouter la lutte. Oui, puis on l'a amené à un autre extrême, Frank, aussi, dans le sens que les débats à cette heure sont rendus entièrement vides d'idées. Oui, c'est ça aussi. C'est surtout ça le problème. Probablement que la bonne formule, puis tu sais, ce que je pense qui est normalement un bon show de radio, c'est ce qui devrait être un bon débat aussi. Il doit avoir un grand bout sérieux, il doit avoir des grandes idées débattues, mais il ne faut quand même pas s'endormir dessus. Puis, tu sais, entre toi et moi, là, je suis probablement la pire personne en onde à passer pour que le monde ne s'endorme pas, là, dans le sens que j'ai un ton monotone, donne-moi 2 heures de show à moi tout seul. Cancelle ça, il n'y a plus d'auditeurs après 40 minutes.
Puis, ça prend quelque chose d'autre. Ça prend un peu de juice, ça prend de la sriracha, ça prend du piment un peu. Mais il ne faut pas que ce soit juste du piment, parce que sinon, Ouais, c'est pas mangeable. Là, tu sais. mais attends, moi, je vais repousser contre ça parce que je pense à Joe Rogan, qui est, selon moi, là, le fait que grâce à l'Internet, grâce à toutes les nouvelles plateformes qui existent, il n'y a jamais eu autant de véhicules. Puis les médias, il y a ça pour mourir d'ailleurs. Le fait est que. Ah oui. Parce qu'avant, tu avais une sorte de, pas contrôle de l'information, mais tu avais une sorte de contrôle sur l'entrée dans le marché de la production de l'information. Puis tu pouvais homogénéiser la manière dont les gens consommaient le bien. Maintenant, ce n'est plus le cas. Maintenant, les gens se déplacent constamment d'un médium à l'autre. Puis Joe Rogan, pour moi, c'est le meilleur exemple de ça. J'apprends plus en écoutant Joe Rogan qu'en lisant le verbatim de Radio-Canada. Quand il a interviewé, mon Dieu, j'ai oublié son prénom, le pianiste qui fait du blues, puis qui est noir, mais qui va voir des gens du Ku Klux Klan, puis qui leur parle, puis essaie de les convaincre d'abandonner les robes du clan. Mon Dieu, j'ai oublié son prénom, mais pendant 3 heures, il l'interview. C'est comme le gars qui réussit à convaincre les gens les plus haineux à abandonner un peu leur discours. Puis tu as 3 heures de discussion, puis tout en pratique, tu as comme une sorte de. Dans une histoire humaine, une sorte de glimpse dans le mindset d'une personne qui est membre du Ku Klux Klan aux États-Unis. Là, tu le vois dans toute la. C'est bien mieux ça qu'un clip de ce qui s'est passé à une manifestation ou aux événements. Tu as eu comme une sorte de. Le tour complet de l'aventure que ce que ces gens-là ont. Puis après ça, comment est-ce qu'ils en viennent à une sorte de rédemption? Et ça, c'est de l'histoire que les gens peuvent acheter, que trouvent ça fascinant. Puis c'est bien plus instructif que les coups de gueule qu'on voit, que ce que tu peux entendre à la soirée est encore jeune à Radio-Canada, qui est eux qui se prétendent pas être une radio poubelle, mais qui en sont une. C'est bien plus instructif ces moments-là. Parce que tu vois des choses que tu n'es pas habitué de voir, que tu t'attends pas à voir, que tu n'attends pas à côtoyer. Fait que l'idée, que ça se conquiert l'espèce d'aspect négatif de notre primitif, en fait, de notre identité. Je pense que c'est vraiment une bonne illustration de ça. Puis la meilleure manière de le faire, c'est de continuer d'avoir de la compétition dans les véhicules qui font de la communication d'information, des podcasts, des vlogs, Clubhouse qui est absolument fascinant. Toutes ces choses-là, c'est vraiment, je pense, la seule manière que tu peux en venir à peut-être conquérir l'espèce d'aspect primitif parce que les médias tels qu'ils sont maintenant sont vraiment beaucoup plus nocifs que ce qu'ils réalisent. Justement, parce que pour garder les codes d'écoute, il faut que tu dises que M. républicain est un trou de cul, que M. progressiste est un trou de cul. Tu dois créer une sorte de dichotomie. Tu dois simplifier, homogénéiser. Puis en fait, ça s'écoute bien. Quand tu regardes qui aime crêper le chignon de qui au Québec, dans les émissions de radio, par exemple, tu vas voir que c'est jamais. On ne va jamais choisir les gens qui essayent de faire de la diversité et qui essayent de déshomogénéiser. Ceux qui réussissent à avoir d'attention, c'est ceux qui vont réussir à dire la droite ou la gauche. Puis je comprends pourquoi ça se vend, mais au final, c'est peut-être juste parce qu'il doit y avoir d'autres véhicules qui devraient être privilégiés dans le long terme. Ouais. C'est sûr qu'à la base, le podcast n'est pas développé tant que ça au Québec. Je veux dire, on est quelques-uns. Non, vraiment pas. On est quelques-uns à en écouter, mais la production, il y a plein de monde qui en font, mais je veux dire, on parle de sans écoute ou même pas, là, puis on n'est pas bien mieux. Nous autres, on est en train de décoller, puis c'est pas si écouté que ça. Mais éventuellement, quand tu arrives, tu grattes un peu, puis tu regardes ce qui se fait justement aux États-Unis, de par Rogan, oui, mais tout ce qui a été fait aussi, tu sais, je veux dire, un des podcasts que j'écoutais pendant un bout, c'était Freak Economics, que j'ai toujours bien aimé. The Planet Money, plus pour la finance, qui était le fun. Puis ça, c'est plus dans mes goûts à moi. Mais je suis tombé aussi sur des affaires, des grandes enquêtes sur des serial killers ou ben non, sur des tueurs qui s'est passé quelque chose dans le temps. Puis, mais tu sais,
une enquête en profondeur, là, pas juste il a pogné 2 ans de prison puis tout ça. Là, ça se passe sur 15 épisodes de 45 minutes. Ouais. Serial, que ça s'appelait, que j'avais écouté aussi, qui était bon. Tu sais, à un moment donné, tu vois ça, puis tu te dis, il y a clairement un marché avec ça. Puis les gens, tu sais, il y a été un temps où est-ce qu'on voulait tout gratuit. Les journaux, il fallait que ce soit gratuit à tout prix. Les abonnements, ils nous les donnaient presque, puis on vendait juste de la publicité. Ce modèle d'affaires-là marche encore un peu. Mais on dirait que depuis quelques années, puis ça a commencé bien en dehors du Québec, là, on va s'entendre. Depuis quelques années, il y a des gens qui sont prêts à payer. Genre. Oui, exactement. Un Patreon, un peu ce qu'on fait. Mais les gens maintenant sont prêts à payer pour un certain contenu, un contenu de niche, on s'entend. Il faut vraiment que ce soit un contenu de niche. Mais cette propension à accepter de vouloir payer, d'arrêter de demander juste de la gratuité, ça va aider à aller dans la bonne direction. Oui, parce que tu donnes une incitation aux gens qui ont du contenu à le partager. Alors que ce qui se passe, en fait, Yann vient de mettre le doigt sur un truc. Je n'avais pas pensé à ça, mais quand je regarde les médias, leur job, c'est de créer du contenu. Alors que ça ne veut pas dire qu'ils en ont pour commencer. Ils doivent le créer, ils doivent le générer. Alors que, normalement, ils devraient le diffuser là, pour commencer. Avant de créer des trucs, ils devraient diffuser ce qui existe déjà. Oui, mais comment tu... Attends, je vais faire un gros pushback. Comment tu choisis ce que tu couvres? Tu sais, je veux dire, il se passe 1001 choses par jour. Il faut que tu en choisisses une. Fait que, par définition, tu dois créer du contenu sur ceux que tu as choisis par définition. Tu ne peux pas tout diffuser. Par contre, ce qui diffère avec des trucs comme des podcasts ou Substack ou Patreon, c'est que tu as souvent des gars comme, mettons, je vais te donner mon exemple préféré, là, c'est le podcast que j'ai adoré le plus dans toute ma vie, c'était The History of Rome. Ouais, c'est 260 épisodes qui se sont suivis sur pièce par pièce l'histoire de Rome. Vraiment bien fait. Moi, j'ai quand même une formation en classique, étrangement, je ne vais pas me vanter, mais j'en savais déjà un peu, puis j'écoutais ça, puis j'en apprenais plus que ce que j'avais eu comme cours. Ce qui est pas mal impressionnant. Je trouvais le gars vraiment impressionnant, mais lui, il l'a fait parce qu'il avait un rendement à le faire. Puis lui, il avait du contenu qui était déjà produit, que lui avait déjà maîtrisé pour d'autres raisons. Puis là, tu y offres de l'argent, puis il peut produire puis faire un profit avec ça. Maintenant, il en fait une carrière parce qu'il y a une autre série de podcasts qu'il fait. Il fait des livres. Mais lui, c'est un gars qui ne fait pas juste... Il connaît les choses dont il parle, puis il peut en parler pendant longtemps. Tu as aussi un autre qui s'appelle Dan Carlin qui fait Hardcore History. Lui, écoute, la manière dont il raconte ça, c'est absolument fascinant, mais lui, il a déjà du contenu. Il faut juste qu'il soit capable de le partager. Puis c'est ça, je pense, la force de ce qui se produit présentement avec des trucs comme Patreon ou Substack, c'est que tu as bien du monde qui ont déjà du contenu, qui ont déjà une vraie expertise dans ce qu'ils connaissent, que là, tu as comme une plateforme qui leur permet, qui les incite à toute fin pratique à partager ce contenu-là sur lequel eux ont un avantage comparatif, puis là, ils peuvent se faire rémunérer pour ça. Ben, c'est ce que je réponds, moi, des fois, à des auditeurs qui m'écrivent, parce que tu parlais de... Yann disait, puis il a raison, les podcasts, c'est au Canada, puis même au Canada, c'est pas extrêmement développé. Tu sais, je veux dire, moi, mon propre podcast, si ça y arrive assez régulièrement de rentrer dans le top 100 des podcasts les plus écoutés, là, catégorie société et culture au Canada, ce qui est quand même pas normal. Là, je veux dire, d'un, je parle en français. De deux, je veux dire, je ne suis pas très connu à l'extérieur de la ville de Québec. Donc, c'est quand même pas normal. Ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup d'offres dans le milieu, puis ils se classent souvent au travers de des podcasts qui sont faits en France ou aux États-Unis. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de contenu qui est fait. Mais comme tu disais, des fois, je réponds ça justement, ça j'allais dire aux auditeurs qui m'écrivent, « Ah, tu pourrais faire un épisode ou un podcast sur tel sujet. » Puis je dis, « Oui, mais bonne idée, mais pour être capable de faire quelque chose qui a de l'allure, puis que je n'avais pas trop l'air d'un con à parler de ce dont tu me parles, il faudrait que je lise 24 livres différents pour pouvoir arriver à un niveau que moi, je juge acceptable de parler. Par contre, comme j'ai fait dans mon dernier podcast, je peux te parler du livre de la liberté de John Stuart Mill. Je l'ai déjà lu 2 fois. Donc, j'ai pas de problème à t'en parler et à expliquer, grosso modo, peut-être pas pour quelqu'un qui a un doctorat en philo, mais pour quelqu'un qui s'intéresse à ce sujet-là, il va être capable d'écouter ce que je raconte puis de comprendre. Puis moi, je trouve que le gros point positif des podcasts et des nouveaux médias en général, c'est qu'on bypasse l'intermédiaire qu'on voit souvent. Ça me fait un peu penser ça à... le schisme qu'il y a eu un moment donné entre les protestants et les catholiques. Là. Grosso modo, l'histoire, c'était quoi? C'est qu'il y a un gars un jour qui a voulu traduire la Bible dans le langage courant, puis
éviter l'intermédiaire du curé pour comprendre ce qui est écrit dans le livre. Mais ça a été jugé comme hérétique, mais on voit un peu la même genre d'attitude de la part de certains médias, de certaines plateformes ou certains milieux. Par exemple, moi, quand j'étais à l'université, il y a beaucoup de professeurs qui ils voyaient ça avec un peu de mépris. Là, les podcasts, les nouveaux médias, ils étaient comme, c'est pas sérieux, si tu veux apprendre des choses, tu t'inscris à l'université, tu prends des cours. Puis moi, je me disais, oui, mais d'un, c'est même pas la même clientèle. Moi, j'ai des gens qui écoutent mon podcast, s'intéressent un peu à la philosophie, mais le gars, il travaille sur un chantier de construction. Évidemment qu'il n'ira pas prendre des cours à l'université en philo, mais ça l'intéresse puis il va se cultiver. Ben, tant mieux que ce média-là existe pour lui puis correspond à son besoin à lui. Dans le fond, tu fais juste augmenter l'offre de services. Oui, puis où est-ce qu'on va aussi, c'est tu n'as pas besoin de la même quantité de gens quand je parlais un peu des affaires de niche, dans le sens que tu le vois un peu, là, 1000 visionnements sur YouTube, c'est quand même bon. Là, c'est dur d'avoir 1000 visionnements sur YouTube. Ça va te donner à peu près 5$ à 10$ environ, si tu obtiens ça pour la publicité, parce qu'on veut que ce soit gratuit. Puis là, puis avec ça vient aussi quelques commentaires de « Ils sont bien fatigantes, les pubs. » Là, c'est gratuit ce que tu écoutes, buddy. Là, mais quand tu t'en vas sur Patreon, assez rapidement, tu vas avoir 50 auditeurs, puis tu commences à avoir un revenu qui est déjà décent avec 50 auditeurs. Fait que là, tu es capable de prendre du temps, de créer un contenu, puis de t'appliquer pour faire ce contenu-là éventuellement. Ah oui, c'est clair. Oui, puis mais il y a une chose, par contre, qui est vraiment qui vaut la peine peut-être de faire emphase sur, c'est le fait qu'au Québec, au moins, peut-être au Canada aussi, mais il y a un marché de la radio qui est vraiment quand même assez compétitif. Puis c'est surprenant à quel point il y a quand même beaucoup de contenu qui se produit sur les radios régionales, qui partagent justement un peu après. Mais l'autre aspect, je pense, qui est peut-être plus négatif au Canada, c'est vraiment le fait qu'il y a une grosse protection des joueurs qui existent. Par exemple, juste le fait qu'il existe, j'oublie tout le temps le nom, Canada... Le CRTC. Non, c'est le Canadian Broadcasting Act que je cherchais à faire référence. C'est que tu interdis n'importe quelle compagnie étrangère d'entrer sur le marché puis de fournir des services culturels si plus que 25% de leurs actionnaires, je pense, sont des actionnaires étrangers. C'est sûr que tu limites la compétition. Ajoute à ça une société d'État qui est subventionnée par l'État. C'est sûr que tu limites un peu la compétition dans les véhicules qui pourraient émerger. Je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi l'État a un rôle à jouer dans la production d'informations culturelles. Je comprends la préservation, disons, mettons les archives nationales, des musées. Mettons que je défends ça à la limite. Je ne suis pas convaincu que l'État doit opérer des musées, mais mettons que je mets ça. La production de contenu culturel, je suis excessivement sceptique de la pertinence de l'État de faire ça, et même peut-être même un peu sceptique, c'est comme si je pensais que ça pouvait être positif. Bien, surtout, Vincent, surtout à l'heure où on n'arrête pas de nous parler. On a eu un débat sur la laïcité pendant qui a duré des années, avec le fameux argument qui revenait tout le temps, c'est important de s'assurer de la neutralité ou de l'apparence de neutralité de l'État avec les gens qui la représentent. Puis là, tu te dis, ben, OK, mais si cet argument-là vaut pour un juge, tu ne veux pas qu'un juge, tu ne veux pas arriver en cour et dire, ben, OK, le juge qui est en avant de moi, je vois clairement qu'il appartient à telle religion, il doit penser X, Y, Z choses par rapport aux femmes, par rapport aux homosexuels, ou je ne sais pas quel exemple qu'on peut prendre. Par contre, tu ouvres la télé ou tu écoutes un truc de podcast qui est fait par la radio ou la télé d'État, puis là, tu as clairement un point de vue très facile à identifier qui est mis de l'avant. Puis là, tu te dis, ben, où la neutralité de l'État là-dedans? Il n'y en a aucune. Je pense que l'État fait énormément d'efforts pour comme pas apparaître partial lorsqu'il produit du contenu culturel. Ce qui m'inquiète plus, c'est la relation inverse. Comment est-ce que le journaliste ou le producteur se comporte sachant que son financement dépend du politique? Puis ça, je trouve beaucoup plus inquiétant parce que dans ce cas-là, c'est pas que la personne décide « il faut que je protège tel ou tel intérêt politique », c'est que je vais choisir les choses en fonction de mon intérêt à moi comme journaliste, comme producteur, comme éditeur. C'est plus ça qui m'inquiète. Puis, tu as raison de dire ça. Écoute, dans la crise de la COVID, quelque chose qui était facile à identifier, c'est les critiques les plus intenses qu'il y a eu dans les mass médias venaient plus de Radio-Canada.
pour le gouvernement Legault, par exemple. Parce qu'on sait que le financement qui a été octroyé, puis surtout les budgets de publicité qui a fait que tout le monde s'est mis à coucher avec le gouvernement, était octroyé par le gouvernement Legault. Fait que c'est vraiment Radio-Canada qui n'en avait pas, qui a vu vraiment, qui a été plus critique envers le gouvernement Legault. De l'autre côté, qui est-ce qui a été le plus critique envers le gouvernement Trudeau? C'est pas Radio-Canada, par contre. Ça va être plus TVA, qui, lui, était moins lié un peu au financement fédéral. Fait que, tu vois vraiment là, cette réalité-là qui était frappante. Puis évidemment, celle qui a critiqué tout le monde, c'est celle-là qui n'était pas financée par tout. Là. Mais la journée qu'on a permis ça, on n'a pas permis ça au début de la COVID, cette affaire-là. Ça fait plusieurs années qu'on a permis aux médias le financement public. Ne serait-ce que de faire survivre Le Devoir, la presse ou peu importe le journal, sans jamais leur exiger de faire du ménage dans le bébel. On va s'entendre. Il y a des gens qui sont payés quand même des très bons salaires pour faire un texte par semaine. À un moment donné, tu sais, on ne s'est pas posé de questions. Puis les plus allumés de la gang disaient, écoutez, la ligne que vous venez de franchir, le financement des médias directement par le gouvernement, c'est une ligne qui devrait jamais être franchie. Puis là, vous l'avez fait. Absolument. Mais le pire, c'est qu'ils l'ont fait. Ils l'ont fait en étant absolument désireux de la chose. C'est pas comme s'ils l'ont fait avec une sorte d'hésitation ou l'ont fait de reculons. C'était vraiment quelque chose qu'ils ont demandé pendant longtemps. Et j'étais absolument surpris. Puis c'est pas. Les gens pensent que. Puis ça, c'est vraiment important. Il y a un article super important en économie qui a été produit il y a comme quelques années puis là, je suis en train de le chercher pendant qu'on parle. Parce que j'avais eu. Je vais le rajouter à l'écran en post-production. Parfait, je vais te l'envoyer après. Cet article-là, c'était, je pense, dans le Quarterly Journal of Economics. Donc, tu sais, un journal revu par les pairs. Pas un truc genre que tu peux facilement critiquer. C'est quelque chose dans lequel il y a eu un processus d'évaluation assez rigoureux. Puis, ce que l'auteur notait, c'était que les médias ont toujours des biais, mais il y a une contrainte. C'est que tu es conscient du biais, qu'il faut que tu trouves des auditeurs qui sont vraiment intensément engagés avec ton produit pour que les publicitaires placent leurs produits. Ça veut dire que tu as toujours un biais où il faut que tu pousses un petit peu vers des gens qui sont plus intenses, même s'ils sont moins représentatifs. Et l'effet que ça a, c'est que les politiciens sont conscients de ça. Et si tu as du financement public, ce que l'auteur pointait, c'est que les politiciens vont essayer de façonner comment est-ce qu'ils financent. Est-ce qu'ils vont financer la radio plus que l'écrit, le télévisuel plutôt que le radiophonique? Et en ayant cette capacité-là d'orienter un peu quel médium a plus de force, il facilite aussi peut-être la communication avec des groupes qui sont plus importants électoralement pour eux, même si le contenu en soi n'a pas changé. Ça veut dire que si, mettons, tu dis, je vais favoriser la radio, mais c'est la même information qui est produite, mais la radio rejoint davantage les électeurs de ma coalition. Ouais. J'ai gagné des points. Et lui, il montre que le problème des subventions, c'est que là, en plus des biais qui sont inhérents et toujours existants dans les médias qui existent, tu rajoutes celui du politicien qui veut essayer de façonner le message d'une manière qui l'avantage, lui, politiquement, sans même qu'il y ait, sans même invoquer la censure ou l'éradication d'opinions différentes ou ignorer des faits. Ça peut être aussi subtil que ça. Puis les érosions de ce qui fait un système démocratique qui lui permet l'adjectif de libéral, c'est pas juste d'avoir un morceau de papier qui dit Constitution, c'est d'avoir des médias qui sont justement ouverts et compétitifs, qui n'ont pas cette espèce de capacité des politiciens de juste réarranger un peu les choses pour que les règles les avantagent, eux. C'est vraiment plus ça qui est important dans ma critique, je pense, de l'État et les médias qui est souvent ignoré. C'est ça qui me fait vraiment plus peur dernièrement, parce qu'on le voit dans les médias, cette espèce de malaise qui existe entre. Puis il y en a qui sont conscients. Il est réel ton malaise. En réalité, je vais te le dire. Là.
Il y a des stations de radio avec qui je collabore qu'on doit parler que de finances ou presque, là. On ne peut pas aborder le sujet de la COVID. Ils trouvent ça trop dangereux J'imagine. pour les budgets publicitaires. Il y a d'autres radios qui ont pris un break de 3-4 semaines sans en parler parce que justement, c'était trop touché de leur côté. Des radios de région qui reçoivent des plaintes parce que justement, ils font affaire avec un chroniqueur de Radio X, par exemple, des choses comme ça. Puis, je vais te dire même pire que ça. Des fois, tu regardes ce qui est le phénomène un peu de sortons les poubelles, ces affaires-là. On est extrêmement surveillé pour essayer de nous faire tomber, par exemple, à Radio X. Puis de voir qu'un organisme un peu tout croche, un collectif à peut-être une dizaine de personnes qui est vraiment louche de un, qui est extrêmement motivé, donc probablement rémunéré pour le faire. Puis on se doute un peu que ça vient des centrales syndicales qui nous surveillent autant que ça pour reprendre. Puis c'est tout anonyme aussi, by the way. On est extrêmement surveillé, puis que quand il lance plusieurs ballons en espérant qu'à un moment donné, il y a de quoi qui pogne, puis quand il y a de quoi qui pogne, que là, c'est repris par tout le monde comme si c'était une source crédible, tu fais « My God, c'est spécial dans le monde dans lequel on vit. » Et là, tu dis l'objectif c'est est... grimper le chignon de l'autre. Oui, puis non, pire que ça, l'objectif est de faire fermer l'autre. Eux autres, tu les écoutes, puis c'est vraiment... ils n'auront pas accompli... Tu sais, si tu arrives, tu dis, OK, on n'est pas d'accord avec eux autres, à la limite, leur discours est dangereux, on va argumenter contre. Tu dis, fair enough, c'est le genre de société dans lequel je veux vivre. Mais si c'est, je ne suis pas d'accord avec toi, je vais essayer de te faire fermer. Là, tu fais, what the fuck, man? Ouais. De quoi tu parles, là? Il y a énormément de gens qui sont incapables de tolérer. Ce qui est drôle, c'est que ça vient souvent de gens qui ont à la bouche le mot diversité constamment. Ils sont incapables de tolérer la moindre divergence à leurs opinions, aux partis pris qui ont décidé de mettre de l'avant. Mais c'est incroyable. J'écoutais encore il n'y a pas longtemps une émission de télé. Je ne me souviens plus si c'est en Angleterre ou en Australie, mais bref, il y avait Jordan Peterson, le psychologue, qui était invité, puis il y avait un panel de télé où il était grosso modo 10 contre lui. Et puis les 9 autres personnes qui étaient là ne tolèrent pas qu'un tel individu existe. Et tu dis, me semble qu'autour de la table, vous êtes quand même 9 à pouvoir partager la même opinion, à pouvoir parler entre vous. Est-ce que vous n'êtes pas capable de tolérer qu'une personne sur 10 ait un discours différent du vôtre? Ça dénote quand même un certain problème. C'est un malaise, comme tu dis, là, au niveau du... Ouais. Moi, j'ai pas de problème à ce que des partis de gauche et d'extrême gauche existent. J'ai pas de problème à ce que des gens publient des livres où ils commentent le Capital de Karl Marx. J'ai pas de problème. J'ai même eu un professeur, moi, à l'université, qui a dirigé ma maîtrise, qui est officiellement ou presque un communiste. Je veux dire, ça en faisait... C'était quand même un bon monsieur, pareil, puis humainement, je m'entendais bien avec lui. Mais pourquoi moi, je suis capable de tolérer ça? Il y a des gens que... Et je veux dire, tu prononces des noms de personnes dans la même pièce qu'eux, puis ils veulent s'en aller. Tu te dis, c'est quand même particulier, pareil, d'avoir aussi peu de tolérance envers la diversité d'opinions. Oui, puis à un moment donné, on est aussi, il faut le dire, on est quand même très isolé. Il y a été une époque où est-ce que la diversité d'opinion était plus grande au Québec. Mais ça s'effrite énormément. Là. Puis à un moment donné, quand tu arrives, puis le nombre de personnes qui représentent un certain courant d'idées diminue à chaque année, bien, on devient exposé parce qu'on est plus facile à faire tomber. Tu sais, je n'ai déjà parlé souvent, j'ai perdu ma job du temps du réseau Liberté Québec parce que j'étais une des têtes dirigeantes. Puis, les 3 têtes dirigeantes, en gros, là, c'était moi, Joanne Marcotte et Éric Duhem. Ben, Joanne Marcotte était indépendante financièrement. Éric Duhem travaillait pour le Journal de Montréal à l'époque, donc il était protégé par l'Empire québécois. Puis moi, ben, j'étais un actuaire dans une compagnie d'assurance. C'est qui ont fait tomber, tu penses? Ben, ils ont réussi à me faire tomber, moi. C'est sûr que aujourd'hui, je suis quand même content qu'ils m'aient fait tomber. Là. Je veux dire, comme entrepreneur, ça va quand même beaucoup mieux que comme actuaire. Mais à un moment donné, tu es là, tu te dis, oui, on est rendu dans une société qui est très intolérante, mais je veux dire, il y a une différence entre être en désaccord avec quelqu'un puis vouloir tellement avoir raison que je suis prêt à le faire taire et je suis surtout prêt à lui faire perdre sa job. Je veux dire, c'est grave quand on fait des affaires de même. Mais ça, là, c'est vraiment le résultat du fait qu'on politicise l'entièreté de nos vies. Oui. Parce que la politique,
puis ça, je pense qu'on en avait parlé la première fois qu'on s'est jasé. Par définition, c'est un jeu à somme nulle, sinon un jeu à somme négative. Il faut que soit je gagne pour que tu perdes, ou même que je dois perdre un peu pour que tu perdes plus. Mais dès que tu vis dans un monde comme ça, c'est presque impossible d'accepter l'idée de tolérance. Parce que si tu tolères, tu permets à l'autre d'évincer ton temps média, que tu lui permets d'évincer ta prédominance politique. Et quand tu politicises nos relations, que tu politicises la vie en société, ben, tu en viens à éliminer la diversité parce que la nécessité de la politique, c'est de devoir homogénéiser pour que tu aies des clans, que tu aies des pôles qui s'opposent de manière très claire. Le fait est que chaque fois que tu vois quelqu'un qui est intolérant, qui est pas, qu'il se réveille et qui est incapable de tolérer le fait. C'est sûr qu'on peut comprendre qu'il y a des vues qui devraient être intolérables. Donc, disons quelqu'un qui vient à la télé puis qui débat avec moi, puis qui dit « Je déteste les Juifs », cette personne-là ne mérite absolument pas que je lui prête ma crédibilité en m'assoyant à côté de lui. Exact. Right? Je refuse ça. D'ailleurs, je le refuse à certaines personnes. Je le refuse, par exemple, à Éric Martin de l'Iris, qui est un personnage, par exemple, qui est très agressif, qui est méprisant, qui a déjà dit des choses qui est absolument éhontées, mais aussi que juste son agressivité me fait dire non, je ne te prête pas ma respectabilité en m'assoyant à côté de toi. Ceci dit, continue de dire tes niaiseries, ça ne m'empêchera pas de dormir. En fait, je pense que le fait que tu es aussi antagonisant et aussi méprisable fait en sorte que tu vas demeurer impopulaire et je vais seulement m'asseoir à côté de toi si j'en viens à penser vraiment que tes idées gagnent en popularité, mais à ce moment-là, je vais engager avec tes idées, non pas toi, et je vais expliquer à quel point tu as tort de A à Z. Mais dès que c'est des trucs plus légers que ça, donc disons, tu veux taxer le capital, puis moi, je ne veux pas taxer le capital. OK? Deux positions qui sont... On va parler longtemps, là. On peut en parler, là. Si tu en viens à penser que cette personne-là est absolument atroce pour avoir la vision que tu ne devrais pas taxer le capital, tu ne devrais pas taxer les entreprises, que cette personne-là est absolument méchante, que tu es à la solde, là, tu fais du ad hominem, ben, ça te montre que dans ton mode de réflexion du monde, il y a trop de politique. Parce que tu réfléchis dans un mécanisme de jeu à somme nulle ou jeu à somme négative. Puis dès que tu me vois dire quelque chose avec lequel tu n'es pas d'accord, par définition, l'expression de ce propos-là nuit à ta propre cause. Au lieu de le voir comme une discussion, comme un échange, comme une manière, un échange de vues, c'est que tu le vois comme ça, dès que tu es dans la capacité de considérer que ça devient une discussion qui peut être académique, qui peut être juste, quand je dis académique, pas dans le sens universitaire, mais dans le sens d'intérêt au-delà de l'immédiat, ben, qu'est-ce qui se passe? Tu t'en fous. C'est juste l'intérêt de la conversation. Et là, les deux, c'est un jeu à somme positive parce que j'apprends en te parlant, j'ai un plaisir à te parler, j'ai un plaisir à discuter. Tu as un plaisir à discuter. Après tout, si ça devient tannant, tu t'en vas puis tu me laisses parler tout seul. Oui. Même chose dans mon cas à moi. Puis ça, c'est le mindset de quelqu'un qui ne pense pas autant à la politique. Si tu penses trop à la politique, tu vas juste vivre dans un jeu où tu es incapable de tolérer quelqu'un qui ne pense pas comme toi. Ça, au Québec, malheureusement, la tendance, c'est qu'on suit pas mal les États-Unis. Mais c'est ça que j'allais dire. On n'est pas capable d'endurer l'idée que quelqu'un ne fait pas partie de notre tribu et donc que si lui, il parle, les gens de notre tribu parlent moins. Mais c'est incroyable, pareil, parce que moi, j'en veux pas tant aux gens d'être comme ça parce qu'en fait, la politique a envahi presque 100% des territoires où elle était absente avant. C'est rendu que tu ne peux même plus consommer un match un combat de boxe sans qu'il y ait des références à de la politique. Moi, je ne suis pas un fan de golf, là, mais je sais que le golf, c'est un des sports les plus conservateurs, on va dire. Là. Dans le milieu, les gens qui sont là-dedans appartiennent généralement plus dans leur vie privée à un bord de la politique plutôt que l'autre. Bien là, c'était rendu que tu avais des interviews, mettons, à Golf Channel avec tel golfeur, avec des questions du genre pas j'ai regardé votre swing est meilleur que l'année passée ou êtes-vous content de faire le Master, telle affaire. Non, c'est vous avez déjà joué au golf avec Donald Trump, le referiez-vous? Là, c'est ça le contenu. Tu dis, moi, j'écoute un canal de sport pour me changer les idées,
pour avoir Tu me du ramènes plaisir, c'est ça, pour décrocher un peu. Puis là, là, c'est le combat Trump-Clinton pendant le match de golf. Écoute, Même faut que je chose fasse dans la des joke. groupes. Même Faut que je chose fasse dans la joke. juste avec un dernier exemple. Moi, je suis un gros fan de musique et d'actualité musicale. Les sites de musique que je suivais il y a 5, 6, 7 ans, j'ai de la misère à retourner les voir parce qu'un article sur 2 maintenant, ça a rapport avec leur crise d'opinion sur la politique. Et j'en ai rien à cirer de savoir ce que l'ancien bassiste de Twisted Sister pense de Joe Biden. Tu sais, je m'en fous de ça. Là. Mais avant, c'était comme. Avant, il y en avait un peu quand tu avais des grosses affaires. Par exemple, la guerre en Irak, là, de temps en temps, quelqu'un se positionnait là-dessus. Là, un musicien sortait, faisait une déclaration, mais pas à tous les jours, sur tout et n'importe quoi. Là, c'est rendu qu'à tous les jours, quand c'est pas Ted Nugent qui est d'un bar qui parle d'une autre affaire, c'est un autre qui dit une autre affaire. Mais tu te dis, oui, mais. Ted fucking Nugent. Ted fucking Nugent. Mais tu sais, les gens qui consomment. Puis en plus, moi, juste d'un point de vue marketing, je comprends pas ce que ces artistes-là font. Parce que visiblement, les gens qui écoutent, je sais pas, moi, quelqu'un qui va dans un concert de Scorpion ou de Metallica ou peu importe quel groupe, visiblement, 100% des gens qui sont dans le concert ne sont pas d'accord avec les vues politiques du groupe. Et là, tu es en train de dire, ben, la moitié des gens qui sont dans la salle ici sont des abrutis avec qui je ne veux pas être. Tu sais, à un moment donné, moi, tu as vraiment raison. Je trouve que cette surpolitisation-là de la vie, c'est comme si toutes les moindres sphères, le sport, la musique, l'art, tout ça est devenu en lien tout le temps avec la politique. Puis personnellement, moi, je trouve que c'est déplorable. Moi, j'aimerais ça avoir des passe-temps puis des intérêts qui sont dépolitisés, là, que ce soit les séries de télé ou peu importe. Là, c'est même rendu dans les films. Il y a tout le temps une espèce de petit twist pour t'envoyer une morale ou quelque chose. Ça devient Les films pour enfants, lassant. Frank. Les films pour enfants, c'est dégueulasse. C'est rempli d'affaires politiques. Attends, mais pathétique. il y en a. Ah, écoute, vous avez dit tellement de choses que j'ai envie de faire des commentaires. Là, ça tire partout dans ma tête. La première chose qu'il faut que je dise, c'est une joke, là, parce que depuis tantôt, elle me chicote le bout des lèvres. Ouais, je sais, on te voit rire depuis tantôt. Make golf Arnold Palmer again. Fait que là, tout le monde vient de voir savoir que, je suis un fan de golf, que ça devrait t'en dire beaucoup sur moi. Puis que la référence, personne ne l'a compris, mais Arnold Palmer, c'est un des meilleurs joueurs. C'est le grand joueur de golf du 20e siècle. Une légende. Fait que, tu sais, quand je pense au golf, je ne veux pas penser à la politique, je veux penser à Arnold Palmer, peut-être Tiger Woods. That's it. Je ne suis pas intéressé de savoir ce qu'un politicien pense d'un birdie ou d'un swing. Là. Non, laisse mon Iron 5 tranquille. Écoute, le match des étoiles cette année de la MLB a été déplacé. Il était censé être à Atlanta. Il y a un changement de loi qui ne fait pas l'affaire de tout le monde en Géorgie. Mais la MLB a changé son match des étoiles d'endroit. Ouais, c'est ça qui m'inquiète, c'est que l'affaire, c'est que je comprends. Je veux dire, je ne peux pas blâmer un entrepreneur ou une firme de dire comme j'ai des principes puis je refuse. Je veux dire, si j'avais un restaurant et que j'avais un nazi qui rentrait dans mon restaurant, je le kickerais dehors. Je veux dire, tu ne peux pas demander aux gens de tout laisser à la porte. Mais le problème, c'est que quand tu en viens à rendre la politique hyper dominante, comme il y a un moment donné, il y a un point où c'est trop. Puis quand tu es rendu au point où tu dois tellement politiser que des trucs aussi étranges qu'une loi sur les paramètres de vote devient le sujet d'une décision corporative, ça te montre que tu as peut-être trop politisé la chose. Puis l'effet que ça a, c'est un peu un cercle vicieux parce que plus tu politicises, plus tu homogénises, plus tu politicises. Puis tu es un peu dans un cercle où c'est difficile de casser je ne suis pas sûr si l'expression c'est la quadrature du cercle, mais c'est difficile de s'en sortir. C'est que j'étais peu ça. J'oublie tout le temps. Des fois, je fais des péronismes. J'ai toujours peur d'en faire un. Mais tu te retrouves dans un cercle vicieux que tu ne peux pas te sortir, tu peux pas t'en échapper parce que ça a comme une sorte de force mécanique qui n'arrête pas. Mais à un moment donné, il va falloir que ça arrête parce que tout ce que tu en fais, c'est que ça devient plus facile d'haïr du monde. De s'haïr pour des différences qui sont triviales, alors que dans l'échange de société civile, l'organisation communautaire, l'échange entrepreneurial, l'échange commercial, ben, c'est pas pertinent. Fait que tu peux accepter les gens dans leurs différences,
Tu sais, il y a une phrase de Milton Friedman qui est magique, qui devrait montrer vraiment la beauté de la société civile relativement à la politique. La société civile puis le marché, c'est l'unanimité sans la conformité, alors que la politique, c'est la conformité sans l'unanimité. C'est-à-dire que c'est tout à fait possible pour tout le monde d'avoir la cravate qu'il veut de couleurs différentes, mais il n'y a aucune conformité, mais il y a l'unanimité. Alors qu'en politique, dès que tu as la coalition suffisante, tu n'as même pas besoin de 50% plus 1, dès que tu as la coalition suffisante pour être celui qui a la pluralité, ben, tout le monde est obligé de vivre avec les résultats de cette pluralité. Là, tu as une conformité avec aucune unanimité. Meilleur exemple d'illustrer ce que tu viens de dire, c'est vraiment les marchés financiers la veille d'une élection américaine. Moi, là, ça fait 2-3 élections que je me tape avec la clientèle. Il y a en moyenne tout le temps 5 à 10 clients qui vont téléphoner et qui vont me demander si on devrait tout vendre juste avant l'élection. Okay, c'est vraiment fréquent. Il y en a qui ont réellement peur. Puis là, rappelez-vous, cette année, l'élection américaine, c'était comme, quoi, le 1er novembre, dans ce coin-là. Ouais. Quelque chose de même. Quelques jours juste avant qu'on annonce les vaccins, puis qu'il se passe sur les marchés un changement complet dans la manière des stocks de monter. Avant, c'était les stocks COVID qui montaient beaucoup avant l'annonce des vaccins, donc la technologie allait super bien, des choses comme ça. Puis à partir des vaccins, ce qui s'est mis à fonctionner un peu plus, c'est l'économie un peu plus réelle, entre guillemets. Là. Les banques sont mis à monter, le pétrole s'est mis à monter, des choses comme ça. Puis les clients, il y en avait qui voulaient sortir parce qu'ils disent, écoute, Biden, je ne fais pas confiance, je pense que c'est lui qui va gagner. Alors qu'en réalité, ce que tu te rends compte, c'est que les politiques ont très peu d'impact sur les marchés boursiers. C'est ce qu'on disait l'autre fois. Là. Ça a toujours été le cas. Même Donald Trump, quand il s'est fait élire, c'était une surprise. Fait que les marchés ont réagi dans la nuit de l'élection comme des marchés surpris. Fait que évidemment, le Nikkei au Japon avait droppé de 8 ou 9 % quand j'étais allé me coucher à 2-3 heures du matin. Fait que là, j'étais sûr que ça allait être un bain de sang le lendemain. Je me suis dit, Marouette, ils ont été pris par surprise réellement. Puis finalement, les marchés américains ont ouvert dans le vert. C'était green à l'élection de Donald Trump. Puis ça a été 2017 a été une des années en bourse les plus tranquilles, dans le sens que des fluctuations de plus de 1 % il n'y a presque pas eu de l'année. C'est une des années qui en a eu le moins depuis très longtemps. Puis éventuellement, quand tu arrives, tu regardes un peu d'autres événements marquants qui ont pris les marchés par surprise. Le Brexit, ça a été un autre événement. On accordait à peu près 20 % de probabilité à ce que le Brexit passe. Il a passé. Ben, les marchés ont tanké d'à peu près 10 % en 2 jours quand c'est arrivé. Puis 2 semaines après, c'était comme si c'était rien passé. Oui, puis non seulement ça, mais en plus, les gens oublient quelque chose, mais c'est pas comme si les marchés financiers réagissaient juste par journée. La seule manière que tu as un choc important, c'est si tu as vraiment un truc purement 100% inattendu. Pas juste deux avions dans des tours. Là. Exact. Ça rentre dans cette définition-là, mettons, OK? Mais généralement, les entrepreneurs puis les actionnaires et les firmes sont capables de regarder juste un petit peu avec certaines attentes vers l'avant. Et donc, ce que tu vois dans les prix, ce n'est pas juste le passé, mais une partie des expectatives que les gens ont dans l'avenir. Fait que, comme on dit en anglais, it's already been priced in. Fait que, puis c'est la même chose, quand les gens me disent l'effet de Donald Trump sur le marché boursier était gigantesque. Probablement pas. Probablement pas parce que, à la marge, en fait, quand on regarde les études qui essayent de faire l'effet d'un changement surprenant de la politique sur des variables macro, c'est généralement, ça centre à zéro. Parce que souvent, regarde juste l'exemple des dépenses. On embarque aussi dans la spin que les politiciens veulent donner à leur propre bilan ou à leurs propres expectatives. C'est ce que tu disais. Important. C'est ce que tu disais l'autre fois. Là. Je veux dire, c'est le narratif du politique là-dedans qui embarque dans nous, si on est élu, on va créer 100 000 emplois, on va faire ci, on va faire ça. Là, finalement, tu t'aperçois qu'il y a de l'emploi qui a été créé là-dedans, mais eux, après, quand ils vont retourner en campagne électorale, ils vont partir avec ce bilan-là et ils vont s'attribuer tous les mérites de la création d'emplois ou de la croissance économique ou vice-versa, alors qu'en réalité, s'ils ont un pouvoir de nuisance très certain, leur pouvoir de bienfaisance, lui, est peut-être un peu moins certain là-dessus. Mais tu sais, juste prends tous les pays de l'OCDE, puis tu fais une régression, tu fais un test statistique, savoir est-ce que c'est la gauche ou la droite qui prédit l'évolution des dépenses publiques. Il y a zéro effet de gauche-droite. Il y a comme zéro. C'est tout le temps, c'est ça. C'est une question de timing.
C'est impressionnant comment souvent tu peux trouver des cas de, de réduction de la taille de l'État, que c'est la gauche qui fait, puis d'expansion de la taille de l'État. En fait, juste le Québec est un bon exemple. La plus grosse réduction depuis 1945 de la taille de l'État, c'est le Parti québécois, 1994 à 2003. Puis la plus grosse expansion, c'est le Parti libéral, 2003 à, voyons, tout ça en 2012. En fait, tout ça en ayant été élu avec le slogan de la réingénierie de l'État. Puis c'est ça. Tout ça est un peu ridicule, mais je veux revenir 2 secondes à ce qu'on disait avant. Juste pour finir avec ça, les marchés, justement, puis les expectatives, tout ça, les gens aussi ont beaucoup de difficultés à comprendre le côté probabiliste des choses. Dans le sens, je vais vous donner un exemple. Justin Trudeau est en élection contre Stephen Harper. Il y a quelque chose qui flash en gros dans ses promesses électorales, c'est la légalisation de la marijuana. On sait, il y a plein de libéraux qui étaient dans des compagnies de potes aussi. Là. Fait que ça, on sait déjà que c'est dans le programme libéral, ça c'est acquis, on sait que c'est là. Puis éventuellement, il est contre Stephen Harper. Stephen Harper naît peut-être un peu dans les sondages. Fait qu'il y a une certaine probabilité que Justin Trudeau soit élu, mais c'est pas si grand que ça. Donc, les stocks de potes en bourse sont quand même assez bas éventuellement. Puis là, tu arrives, l'élection arrive, puis là, l'NPD libéraux, ça taponne. Puis à un moment donné, Radio-Canada prend la décision qu'ils vont avec les libéraux, puis ils larguent le NPD complètement. Puis là, ça part. Puis là, à chaque jour, la probabilité que les libéraux gagnent l'élection augmente. À chaque jour, les stocks de potes augmentent. Parce que la probabilité que ce soit légalisé augmente. Puis éventuellement, bon, on sait que les libéraux sont élus. Est-ce que la légalisation va se faire à 100 %? Ben non, il y a peut-être 80 % de chances que ça se fasse. Il reste un 20 % peut-être que ça ne se fera pas parce qu'on connaît la politique, et ainsi de suite. Puis là, les stocks de potes pendant tout ce temps-là, ils continuent à monter. Puis ils montent. Puis éventuellement, on retarde un peu la date. Je pense que ça a été fait le 15 octobre 2018, dans ce coin-là, tout ça. Puis là, ce qu'on commençait à aller, puis là, il y a eu un effet exponentiel à ça. Donc là, il y a eu un excès d'enthousiasme sur les stocks de potes canadiens à cause de ça. Parce que tout le monde, le narratif de tout le monde s'était rendu ça. Là, hey, là, dépêche-toi à en acheter avant que ce soit légal. Alors que l'information est connue de tout le monde. Là. Puis là, plus on avance dans le temps, plus on sait que ça va se faire, plus la probabilité se rapproche de 100 %. Bien, à partir de quelle date les stocks de potes se sont mis à baisser d'une manière vraiment dramatique? Ou est-ce que là, la demande a arrêté d'excéder l'offre, puis là, ça s'est corrigé de l'autre côté? Ben, c'est 3-4 jours avant la date officielle du lancement de la légalisation. Parce que, veux pas, ça avait été suracheté. Parce que les gens se disaient, il faut que tu l'achètes avant la date. Mais la journée que tu arrives à cette date-là, tu n'as plus d'acheteurs. C'est quoi qui arrive? Boum, ça plante. Mais l'affaire, c'est que moi, je suis vraiment... il y a une théorie en économie, ça s'appelle Efficient Market Hypothesis. C'est que les marchés financiers sont excessivement efficaces. Puis, c'est assez bien documenté comme truc. Généralement, tu ne peux pas battre le marché systématiquement. C'est impossible. En fait, les seuls qui réussissent à faire ça, c'est généralement des gens qui achètent des actions pour changer une entreprise. Donc, eux, c'est comme des managers qui essayent de découvrir des actifs qui sont sous-évalués. Ils vont s'ingérer avec leur talent unique. Puis ils vont reformuler la firme, ils vont la réarranger. Puis là, après ça, l'action de cette firme-là, c'est une sorte d'activiste corporatif. Ça, c'est vraiment les seuls qui battent systématiquement le marché. Le problème de ces gens-là, c'est qu'ils ne peuvent pas faire une tonne de volume. Right? Puis généralement, en fait, ils ont une incitation à ne pas trop partager l'information parce qu'ils diluent leur profit à eux de leur activité. Donc, généralement, ce qu'ils font, c'est les seuls qui battent le marché. Puis d'ailleurs, quand les gens disent, par exemple, hey, Warren Buffett, c'est le gars qui a toujours battu le marché. Non, mais Warren Buffett, ce qu'il faisait, c'était exactement ça. Il choisissait des firmes dans lesquelles ils avaient étudié. Mais à cause de ça, le nombre de firmes dans lesquelles Buffett a investi au début, c'était pas grand-chose. Ça allait même plus loin que ça dans le cas de Buffett. C'est qu'il y avait des synergies internes dans Berkshire Hathaway qui étaient quand même assez importantes, dans le sens que si une entreprise, par exemple, avait besoin de financement, ben, il passait par Geico pour aller chercher du financement qui était
digéré à même Berkshire Hathaway, qui est un grand assureur, autrement dit. Fait que les synergies qu'il était capable de créer à l'intérieur même de Berkshire Hathaway permettaient vraiment de dégager des rendements qui étaient supérieurs. Ouais. Mais là, dans ce cas-là, ce que tu fais, c'est que tu vends un service de management à toute fin pratique. Exact. C'est pas la même chose que du service financier. Tu es en train de trouver des firmes qui sont juste mal gérées, qui ont du potentiel, mais qui sont juste mal gérées. Puis toi, ce que tu fais, là, le salaire que tu demandes comme service de management, c'est toute la différence de rendement que tu vas faire, tu la demandes pour toi comme ton salaire, mais toi, tu vas aller se leur vendre le service de gérer une entreprise puis de valoriser un capital qui est juste mal valorisé. Mais ça, c'est pas de c'est pas des placements financiers. C'est un peu comme quelqu'un qui flippe des maisons. C'est du management. Oui, exactement. Puis, un jour, on va s'amuser un peu, Vincent, plus économique sur les marchés parce que la théorie de marché efficient, je sais, toi, tu en es un grand défenseur. Moi, j'ai quand même tombé plus dans la table des behavioral economists, les Thaler de ce monde, ainsi de suite. Mais j'apprécie quand même leur travail beaucoup parce que pour être sur le plancher des vaches, honnêtement, on voit plusieurs des effets qui sont décrits par ces gens-là. Pas au point, je te dirais, d'en tirer avantage d'une grande façon puis de se mettre super millionnaire grâce à ça. Mais le comportement humain des marchés efficients, j'ai tout le temps mes réserves sur cette hypothèse-là à bien des égards parce que justement, tu es vraiment dans un monde à un moment donné où est-ce que tu dis non, les anomalies de marché, ils existent. Regarde, t'en as une dans notre face présentement qui avait fait ça au début, c'était l'histoire de GameStop. C'était drôle. Ça, c'était une game à part. Là. Le but de ces gens-là, c'était pas de faire du profit. Non. Le profit de ces gens-là était non monétaire. Là. Non, il y a ça. Il a été monétaire pour plusieurs personnes. Oui, mais il y en a plusieurs qui se sont dit Hey, j'haïs ces gens-là, check-moi bien, voilà 100$. Tu sais quoi, je m'achète avec ces 100$-là? Un gros doigt dans les airs pour les gars que j'haïs. C'est clair. Tu l'as présentement avec le Dogecoin. Écoute, j'ai un de mes clients qui est au Rookie Ball présentement en Floride. Donc, il est avec d'autres kids qui ont signé des gros bonnets de signature. Là. C'est quand même assez impressionnant l'argent qu'on met dans les mains de ces jeunes-là. Puis évidemment, arrive ce qui arrive, une gang de jeunes de 18, 19, 20 ans ensemble avec des bonnets de signature qui ont du temps libre dans une journée, ils se sont mis à trader toute la gang ensemble. Puis il m'écrit hier, il dit écoute, Yann, c'est malade, là. Il y a un de mes coéquipiers qui vient de faire 200 000$ avec le Dogecoin, qui à la base était une vraie joke. Là. Mais il dit ça, c'est l'avenir. Puis là, il est parti là, dans sa tête. Là, il a mis la main sur la prochaine révolution. Mais tu es là, tu te dis les anomalies de marché existent, mais sont généralement très temporaires. C'est ça. Fait que, mais ça fait partie du Efficient Market Hypothesis. Oui, exact. L'Efficient Market Hypothesis, ce que ça dit, c'est pas que les gens ne font pas des erreurs. Ça veut dire que les erreurs ne persistent pas. Non, ça c'est vrai. Quand ça te coûte 1 million faire une erreur, tu la corriges assez vite. Mais ça reste des fois quand même ça reste assez surprenant pareil. Fair enough. Même GameStop, on est rendu au mois de mai, puis c'est encore en haut de 160$. La compagnie a même eu le temps de refinancer, de se refinancer sur les marchés financiers pour aller éclairer des dettes. Puis tout ça, c'est peut-être une compagnie qui va réussir à se sortir du trou dans lequel elle était grâce à cette surenchère-là qu'ils ont eu de leur côté. Pour eux, c'est l'équivalent d'une acquisition de fonds propres. Là, ils se sont rendus beaucoup plus riches. Oui. Ils peuvent probablement réussir à faire des investissements qu'ils n'étaient pas capables de faire. Ils ont carrément refinancé une grosse partie de leur dette. Puis avec de l'argent cash dans le compte de banque, vient d'autres idées pour probablement rebrander ou rebâtir une firme qui va être complètement différente. Écoute, mais l'Efficient Market Hypothesis, là, ça c'est la gauche aime ça présenter la version, tu sais, que les gens sont parfaitement rationnels. C'est pas ça qu'on dit. Ce qu'on dit, c'est que les gens sont écologiquement rationnels. Ça veut dire qu'ils vont comme corriger leurs erreurs. Fait qu'il n'y a personne qui laisse 1000$ traîner sur le plancher. C'est sûr que des fois, on laisse des petites sommes, genre une scène noire, on ne se penche pas pour la ramasser quand on est en train de courir pour aller attraper le bus. Mais mettons qu'il y a un 100$, je risque de manquer mon bus. Mais l'idée, c'est que les gens font des choix, justement. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'accident, qu'il n'y a pas d'erreur. Mais quand il y a un accident, si GameStop ne faisait pas la manière de faire profit de cet accident-là, qui ne s'attendait absolument pas, là, tu prouverais que le Efficient Market Hypothesis, EMH, est faux. Mais l'affaire, c'est que GameStop, en agissant, hey, j'ai pas prévu ça,
c'est un maudit bon gain pour moi. Let's make the best out of it. Par définition, je viens de prouver que EMH est la bonne version de comment voir les marchés financiers. Ceux qui croient que les marchés financiers font des erreurs récurrentes sont vraiment, vraiment une mauvaise compréhension. Puisque la behaviorale dit, je peux faire bien rapidement, c'est qu'on peut faire des erreurs qui sont prévisibles, mais qui ne sont pas nécessairement toujours persistantes. C'est-à-dire que soit elles sont persistantes parce qu'elles sont trop peu coûteuses en termes de coûts, c'est-à-dire que ça ne nous prend pas énormément, ou même qu'elles sont trop coûteuses à corriger. Donc, parfois, c'est que tu réalises que le temps juste de... Par exemple, l'exemple de quand je dis je cours après l'autobus, puis je vois, disons, un 2 $ à terre, je ne manquerai pas mon autobus pour 2 $. Mais j'aimerais ça pouvoir ramasser l'argent qui traîne sur le plancher. Mais je ne vais pas le faire étant donné le coût que j'ai à payer pour le ramasser, manquer mon autobus. Bien, c'est la même chose ici. Des fois, il y a des erreurs qui ne valent pas la peine d'être corrigées. C'est là que les biais behavioraux apparaissent souvent et persistent. Mais quand on peut les prédire, mais qu'ils sont gros, ils ne persistent pas dès qu'il y a une solution peu coûteuse qui apparaît à ça. Donc, moi, je le vois plus comme le fait qu'il y a un coût à essayer de gérer de l'information plus qu'autre chose. Je te dirais, le gros avantage que j'ai eu au fil du temps de lire les livres de Behavioral Finance, c'est vraiment de réussir à comprendre comment pouvait penser le client dans certaines situations. Puis honnêtement, ils réussissent réellement bien à l'expliquer. Puis même je suis d'accord. À prévoir aussi. Parce que je pense que ce qui fait un peu leur particularité, c'est que c'est pas juste de la science économique, le behavioral. En fait, c'est à la limite un petit peu plus de la psychologie que de l'économie. Il y a beaucoup de psychologie à l'intérieur. Sauf que moi, moi dire, pour le travail que j'ai à faire, de lire ce genre de livre-là, ça permet réellement d'expliquer une tonne d'affaires. Puis, en même temps, de comprendre mieux l'humain un peu quand on est placé devant des choix économiques, là, parce qu'on est vraiment des drôles de bébites quand tu regardes ça des fois. Là. Ben, je pense qu'un bon exemple de ça, Yann, c'est le livre que, sûrement Vincent, tu connais ça aussi, le livre de Daniel Kahneman, Thinking Fast and Slow. Oui, c'est bon. Dans ce livre-là, il prend plusieurs exemples que moi, je trouvais assez intéressants. Quand il dit, par exemple, beaucoup de gens vont... Je ne sais pas, par exemple, tu veux t'acheter un iPad ou un ordinateur portable. Beaucoup de gens vont se donner énormément de misère pour essayer d'aller chercher, mettons, 40, 50 $ de rabais en se disant, je vais attendre la semaine prochaine, il y a une solde, je vais me déplacer plus loin. On fait quand même beaucoup d'efforts pour aller chercher un montant X. Mais, par exemple, la plupart des gens qui vont vendre leur propriété, mettons qu'ils l'ont mis en vente, je ne sais pas, moi, à 230 500 $, bien, il n'y a personne qui va arriver aux presses qui va dire, ouais, moi, qui va offrir 500 $ de moins, alors que c'est juste une proposition verbale qui fait que tu pourrais sauver 500 $, finalement. Mais il dit, pour d'autres genres de trucs à une plus petite échelle, les gens seraient prêts à faire à peu près n'importe quoi pour sauver 500 $ sur, par exemple, l'achat d'un ordinateur. C'est toujours comme notre cerveau le réfléchit en termes de prorata, parce que tu dis, ouais, 500 $ sur un achat de 230 000, c'est rien, donc je m'en fous. Mais en réalité, dans l'absolu, c'est le même 500 $ pareil qui est dans tes poches ou qui n'est pas dans tes poches. Je trouve ça intéressant comme explication. Mais ça, c'est parce qu'il y a vraiment plusieurs concepts qui sont... Ah mon Dieu, on va embarquer dans un débat d'économie, puis on voulait parler de François Legault au début, puis de sa quote sur l'immigration. On fera deux podcasts au peu. C'est ça, au pire. Mais l'idée, c'est que les gens font des erreurs qui sont prévisibles. Fait que là, premièrement, on va enlever la version Radio-Canada de c'est quoi l'économie behaviorale. La version Radio-Canada, c'est les gens ne sont pas rationnels. Non, c'est pas ça. D'ailleurs, Gérald Filion avait essayé de dire ça, puis il avait invité un prof de Laval pour expliquer. Puis le prof de Laval l'avait remis à sa place. Il dit non, c'est pas ça qu'on dit. On dit que les gens font des erreurs qui sont systémiques et prévisibles, donc ce sont des erreurs rationnelles. C'est-à-dire que ce n'est pas irrationnel. C'est-à-dire que si c'est explicable, c'est qu'il y a un raisonnement derrière. Ou est-ce que tu dois expliquer, par exemple, que le gros problème, là, c'est la bonne version, c'est que le traitement de l'information pour l'être humain est vraiment difficile. On n'est pas des super ordinateurs, on est super bon à raisonner en termes d'intuition. Donc, ce qu'on a tendance à développer, c'est des sortes de petites, tu sais, ce qu'on appelle des rule of thumb en anglais, je ne sais pas c'est quoi les automatismes. Des automatismes, des sortes de petites règles où est-ce que tu dis, par exemple, tu as 3 soumissions sur
sur un projet de construction à la maison, est-ce que tu prends toujours le plus cheap de la gang? Jamais. Tu prends le deuxième plus cheap parce que tu te dis, probablement que le plus cheap, il est en train de me mentir, ou il n'est pas qualifié, ou il y a quelque chose que je ne sais pas, puis le fait qu'il m'offre le prix le plus bas, c'est qu'il y a une sorte de plus grande incertitude qui vient avec ça. Mais pourquoi est-ce qu'on développe cette espèce de règle étrange-là où tu ne prends pas le plus bas prix? Mais c'est parce que le coût de traiter l'information pour évaluer la différence nous apparaît trop grand. Mais c'est vrai que la manière dont on fait l'évaluation elle-même est assujettie à des sortes de règles, automatismes, comme je vais y aller en pourcentage du bénéfice ou de la transaction qui est là. Puis ces règles-là, des fois, ne nous apparaissent pas nécessairement très, très efficaces, mais des fois aussi sont encastrées dans l'environnement dans lequel on évolue. Des fois, c'est mal vu de négocier socialement pour si peu. Mm-hmm. Right? Des fois, c'est que tu ne veux pas non plus perdre d'autres dimensions de l'échange. Donc, pourquoi est-ce qu'il y a tout ça? Bien, ce n'est pas nécessairement irrationnel, c'est généralement des manières qu'on a d'économiser sur l'entièreté de toutes les choses qu'on doit considérer. Parce qu'il faut que je considère mon standing social, parce que c'est important, il y a des petites bébites sociales. Il faut que je considère le bienfait de la transaction. Il faut que je considère de l'information qui m'est cachée, qui n'est pas facile à voir dans la transaction elle-même, des choses que je ne peux pas savoir sur la maison, puis que je sais que la partie qui me le vend peut cacher. Right? Le gars qui a eu un dégât d'eau l'année d'avant de me vendre la maison, il a tout à fait intérêt à ne pas me le dire. Right? Ou à oublier des petits détails ou des choses qui me rendraient réticent d'acheter. Mais ça, je le sais aussi, mais j'ai toute cette multitude d'informations-là à gérer. Si je devais essayer de tout évaluer avec précision, je passerais toute ma vie là-dessus. Alors que d'avoir des règles qui ne sont pas parfaites, mais qui font la job, ça me permet d'économiser sur le traitement d'informations et donc de faire une transaction, de faire une autre plus tard, de pouvoir faire plus d'échanges. C'est toujours comme ça que j'ai vu économie behaviorale, cette espèce de toutes les petites sortes de manières étranges qu'on a de continuer de faire nos vies, même s'ils ont des petits coûts, mais qu'au net, c'est un bénéfice quand même. Quand tu le considères d'une perspective plus générale, ce qu'on appellerait un peu l'équilibre général, au net, c'est bénéfique de faire ces petites erreurs-là parce que les corriger, ça serait bien trop coûteux. Un autre exemple que je trouvais intéressant, moi, dans le livre de Kahneman, c'est qu'il disait, par exemple, si par exemple, Vincent, je te donne un billet pour aller à un concert, puis il fait vraiment pas beau la journée que tu vas aller au concert, tu vas avoir tendance à ne pas y aller. Par exemple, par contre, si tu as acheté le billet par toi-même, il ne fait pas beau, là, tu vas avoir, il y a comme une petite voix dans ta tête qui va te dire tu sais, ça a coûté 120$ le billet, là, c'est le temps d'y aller. Mais alors qu'en réalité, le billet, dans l'absolu, il vaut le même prix. Que je te l'ai donné ou que tu l'aies payé, la perte objective est la même. Mais pourtant, on ne réfléchit pas de la même manière. Donc, c'est toutes ces petites subtilités-là qui sont quand même intéressantes. Ouais. Puis je vais mettre l'image du livre, comme ça, les gens pourront retrouver facilement la référence. Mais tu sais, je vais te donner un exemple qui rajoute sur ce qu'on est en train de dire. Tu sais que c'est toutes des petites erreurs qui nous sont coûteuses, puis que c'est quand même rationnel de les faire. Imagine la minute que quelqu'un te donne la chance de revendre ton billet. Right? Oui. Que tu arrêtes d'interdire, disons, des mécanismes de revente ou des choses comme ça, ou quelqu'un... là, on n'est pas content, Vincent. Là. Je le sais, mais... Il y a des gens qui vont payer plus cher que ce que l'artiste a reçu. Oui, whatever. Mettons ça de côté, parce qu'il y a tout... C'est injuste pour Pierre Lapointe, Vincent. Attends une minute, là. J'ai un article scientifique sur pourquoi ça augmente la diversité culturelle d'avoir un marché secondaire pour les billets. Je le crois, casse pas ta tête. Que j'ai un article ou que c'est le cas? Que c'est le cas. mais l'idée, c'est que si vraiment, dès que ça devient coûteux, trop coûteux, ou que quelqu'un voit un profit à se régler ce petit coût qu'on assume au quotidien, crois-moi, on va l'éliminer le plus rapidement possible. Puis ça, c'est la preuve qu'on est rationnel. C'est que dès que quelqu'un trouve un arrangement qui est supérieur, boum, ça disparaît. C'est quoi que les revendeurs de billets font? Ils dealent avec ce problème-là qu'on a, ou est-ce qu'on essaye de gérer l'information de comment est-ce qu'on gère le fait qu'on possède un billet qu'on ne peut pas nécessairement utiliser. Ça nous fait mal de ne pas pouvoir l'utiliser. Mais il y a quelqu'un qui le veut probablement puis qui veut aller voir le concert, même s'il pleut. Bien, le dude qui se spécialise
dans matcher le biais d'une personne qui ne l'aime pas autant vers une personne qui le veut vraiment. Lui, il fait un profit à réduire cette inefficacité-là. C'est ça la beauté des marchés, c'est que si tu trouves une manière de réarranger comment est-ce que les ressources existent présentement, d'une manière à ce que ça va vers ceux qui valorisent le plus, bam, tu fais un profit. Fait que pour moi, la personne la plus incroyable sur Terre, c'est le revendeur de billets. Je veux dire, c'est grâce à lui que tu as plus de gens qui vont au show. C'est grâce à lui que les concessionnaires dans les arénas font plus de profits. C'est grâce à lui que les arénas peuvent prendre des risques plus souvent parce que eux, quand ils font des concerts, là, c'est comme des médicaments. Ils s'attendent à ce qu'il y en ait un ou deux qui ne fonctionnent pas, mais qu'il y en ait un sur, disons, 3 qui fonctionne tellement bien qui couvrent leurs pertes sur les autres et génèrent un profit. Donc, ça leur permet de prendre un petit peu plus de risques, d'essayer des nouveaux artistes. Fait que pour moi, le gars idéal qui règle les problèmes behavioraux et qui fait un profit à les régler, c'est le revendeur de billets. Puis si tu veux une société qui est plus cultivée, tu devrais leur permettre de faire leurs activités de StubHub, billets.ca, 514 billets. José Hood, il t'aime pas, là. José Hood. J'ai dit Pierre Lapointe, mais je me rappelle, c'est Louis-José Hood qui n'était pas content. Ben, je comprends, il n'y a personne qui va ses shows, même au prix qu'il charge. Je m'excuse, mais il n'est pas drôle pantoute, là. Je veux dire, je m'excuse, là, mais... je m'excuse, mais tu pourrais me les donner, puis je les vendrais quand même. Ouais. Mais le problème, c'est que j'ai peur que quelqu'un me demande de les payer pour m'en débarrasser. Ouais, c'est ça. Non, c'est clair. Mais à un moment donné aussi, quand il y a des gens qui font des activités qu'on a jugées illégales en rapport avec ta business, puis parce que ça répond à une grosse demande, il y a peut-être aussi un message à saisir là-dedans. Là. Je me souviens, il y a quelques années, c'était le Festival d'été de Québec, qui essayait de trouver par tous les moyens possibles des façons que les gens se revendent pas les passes de festival entre elles. Puis là, tu te dis, ben, peut-être aussi que s'il y avait un moyen d'acheter une passe où je peux aller, mettons, à 2 concerts sur 14 ou sur 10, peut-être que les gens y achèteraient ça au lieu de se donner le trouble d'en vendre un à 20$ à l'autre un coup que tu n'as plus besoin, ou, etc. Tu te dis, mais ça, il y a comme un message à comprendre là, de la part de ta clientèle là-dedans, c'est que c'est pas tout le monde qui est intéressé à payer pour l'ensemble de l'offre quand il en consomme juste le 1/8. Mais tu sais, c'est drôle parce que quand je pense, mettons, on va y aller sur un axe dichotomique de à quel point tu as beaucoup de marchés ou pas beaucoup de marchés, puis beaucoup de culture, puis pas beaucoup de culture. Bien, sur la partie, tu sais, beaucoup plus d'accès au marché sur les États-Unis. Puis c'est quelle la place dans le monde qu'il y a plus de musées, de salles d'opéra, qu'il y a de Starbucks et de McDonald's? United States of America. Puis ça, c'est la chose qui me fascine tout le temps, c'est qu'en dépit du fait qu'on aime rire des Américains, nous, au Québec, en disant « Regarde les ignares, regarde leur culture », c'est quand même eux qui ont créé Hollywood, c'est chez eux qu'est né des grandes cultures cinématographiques. Chez eux qu'on trouve le plus grand nombre de musées, de petits musées, de grands musées, d'orchestres symphoniques. Et il y a plus d'orchestres. C'est vraiment ça. Le plus, c'est que tu peux googler Museum Americas, Starbucks ou McDonald's, ou peu importe, une des deux grandes franchises. Tu vas découvrir qu'aux États-Unis, il y a un article du New York Times, c'est le premier qui apparaît dans la liste. Tu as plus de musées aux États-Unis que tu as de McDonald's. Ben oui. Ce qui devrait te rendre. Waouh! Comment ça? Qu'est-ce que c'est ça? Mais ça, c'est complètement omis des discussions. Mais ça te montre à quel point une société commerciale est étrangement beaucoup plus propice à l'épanouissement de la culture pour une raison fort simple. C'est que si tu as une société commerciale, tu as une société plus riche et tu as une base de gens qui peuvent consommer une plus grande diversité de biens culturels. Et en résultat, tu n'as plus besoin d'autant de mécènes ou patrons qui sont une plus petite base de gens. Pourquoi tu es dans une société plus riche? Maintenant, je peux, grâce à notre grande productivité, je peux acheter juste une chanson sur iTunes ou un item particulier ou consommer un bien culturel qui est hyper de niche. Pourquoi? Parce qu'on a une société qui est tellement riche, tellement développée, que par vertu de la société commerciale, il y a un accident qui se produit, qui est que c'est possible de bien vivre, pas vivre comme millionnaire,
mais d'être un artiste et de vivre quand même un peu de ça. Je veux dire, regarde juste la biographie des artistes, comme par exemple, genre Edgar Allan Poe, qui était, je pense, je pense qu'il était actuaire. Dans son autre vie, je pense que ce qu'il faisait entre-temps, c'est qu'il faisait des évaluations d'assurance et il calculait des risques sur les assurances en Caroline du Nord. Okay. Ça, c'est au 19e siècle. Le gars là, du poème, Oui. Tout le monde, la raison que j'utilise ça, c'est que tout le monde L'être va être un jeune poète. Ouais, mais ça, on s'en fout parce que ce que je veux faire la référence, c'est que tout le monde a vu l'épisode des Simpsons où est-ce que Homer est dans sa maison puis il parle d'un corbeau. Ben, c'est une référence à cet auteur-là qui avait écrit Le Corbeau. Anyways. Attends un peu, tu es en train de dire que les Simpsons, ils ont une culture générale relativement développée. Oui. C'est étrange. C'est vraiment étrange. Il y a une culture générale dans les Simpsons parfois qui est quand même là. Mais ce qu'on ne sait pas, c'est qu'Alan Poe, lui, il n'était pas capable de vivre juste de ses œuvres. Il n'était pas même pas capable de gagner son gagne-pain avec ses œuvres uniquement. Mais il devait travailler à côté. Aujourd'hui, tu as des gens qui, je ne dis pas qu'ils vivent glorieusement, mais qui sont capables de vivre, de satisfaire leurs besoins de base en étant des artistes, en produisant du contenu culturel. C'est fascinant que ça peut se produire parce qu'on vit dans des sociétés commerciales dans lesquelles on est tellement productif que même un petit nombre de clients te permet, même une niche hyper centrée de création culturelle te permet au minimum de satisfaire ton niveau de vie, alors qu'une des grandes figures de la littérature américaine, même à son époque, n'était même pas capable de vivre de ses propres livres. Je veux dire, c'est quand même... Je ne comprends pas comment les artistes peuvent être les premières personnes à haïr les capitalistes parce que c'est ça qui leur a permis d'exister. Oui, ce que tu dis, c'est tellement vrai, Vincent, parce que puis tu le vois dans l'histoire de l'Europe, là, tu le vois précisément là-bas, comment, selon quel pays domine l'activité de l'espace européen, disons pas l'Union, parce que ça n'existait pas dans ce temps-là, tu vois que tous les auteurs dominants, peu importe le champ, que ce soit littérature, philosophie, sociologie, ben, à un moment donné, c'est presque tous des Français. À un moment donné, ça se déplace vers l'Allemagne. À un moment donné, ça se déplace vers l'Angleterre. Puis, éventuellement, ça se déplace au Nouveau Monde avec les États-Unis. C'est là que tu vois que le centre culturel du monde change en fonction de où est l'hégémonie commerciale ou où est-ce qu'il est le développement. Puis même, c'est même vrai pour, par exemple, là, quand l'Occident commence à arriver dans ce qu'on appelle le Moyen Âge, ben, tu t'aperçois que la culture gréco-romaine se déplace vers le monde arabe. Ça, il y a un livre qui explique ça de l'historien Alain de Libera, là, qui est excellent, où il explique que comment finalement pratiquement tous les classiques de l'époque gréco-romaine est revenu en Occident quand les Arabes ont recolonisé l'Espagne, par exemple, là, durant le Moyen Âge. Ben, bref, tu vois le transfert de culture qui se promène un peu partout dans le monde. Et puis à chaque fois où les grands auteurs, la culture, les artistes, tout ce dont tu as parlé avant, se déplacent, ils se déplacent toujours en suivant où est le summum finalement de l'activité commerciale, l'activité économique. Puis c'est jamais dans les endroits défavorisés ou sous-développés où la culture est. Là. Il y a un bon exemple de ça aussi, c'est l'Union soviétique qui en 70 ans pratiquement jamais produit un musicien, jamais un... en fait, c'était complètement culturellement des beaux blocs sous-développé. À appartements, par contre. Hein? Des super beaux blocs à appartements. Oui, oui. Des miracles architecturaux, là, incroyables. Incroyable. Tout le monde adorait les appartements du bloc communautaire. Ah, puis des fois aussi, on va voir que les artistes n'ont vraiment aucune notion économique, puis on le sent vraiment quand ils parlent de ces sujets-là, parce que je me rappelle d'une discussion que tu as eue avec Jeff Frank dans une de tes chroniques musicales, puis vous parliez du modèle d'affaires Spotify, tu sais, que Spotify, justement, le streaming, ça, qui est une révolution en soi, mais les attentes des gens seraient probablement de se dire, ben écoute, le nombre de clics qu'on a pour tel type de musique, ben, au prorata de mon abonnement, c'est l'argent qu'ils vont recevoir. Alors qu'on se rend compte que finalement, un Joe Rogan qui signe un 100 millions avec Spotify pour une exclusivité fait en sorte que lui, il reçoit une portion disproportionnée de l'argent versus tout le reste. Ce qui laisserait des miettes aux autres d'une certaine façon. Mais la game, c'est la suivante. C'est on dirait, même quand on va dans une situation qui est assez complexe, qui est le modèle d'affaires de Spotify, on oublie quelque chose. C'est que, oui, Joe Rogan, par rapport au nombre de clics qu'il génère réellement, il va recevoir probablement un montant qui est disproportionné par rapport aux autres. Par contre, il y a combien de nouvelles abonnés grâce à lui? Exactement. C'est ça. Exactement.
tu as eu le même principe avec les bibliothécaires. Puis ça, c'est Denis Julien qui m'avait déjà donné cet exemple à un moment donné. Il dit, quand les bibliothèques ont été implantées ou ont été démocratisées, la grande peur des libraires était qu'ils allaient perdre des parts de marché. Alors qu'en réalité, ce qu'on se rend compte aujourd'hui, c'est que les bibliothèques ont contribué à améliorer l'alphabétisation des gens, puis à augmenter le goût des gens d'aimer la lecture. Des livres chez eux. Puis on vend maintenant plus de livres grâce aux bibliothèques. Tu sais, c'est un peu bizarre, là, tu te dis, les bibliothèques sont là, c'est gratuit, puis grâce à eux, on en vend plus. Ouais. Mais c'est ça, mais ça, là, c'est vraiment dans les principes d'économie. J'aime tellement comment tu l'as dit parce que c'était parfait. Combien de personnes de plus ont été sur Spotify grâce à Joe Rogan? Probablement assez pour justifier le fait que tu lui donnes une cote plus grosse, mais aussi que les autres personnes soient gagnantes parce que par accident, ils voient le 2e ou le 7e ou le 8e sur la liste ou ils cherchent pour une musique indies rock, puis là, ils trouvent « Ah! Tel dude de Québec, hey, il y a il y a un bon contenu, ce gars-là. Il vient de Lévis, mais c'est pas grave. Mais il fallait que je fasse des jokes sur Lévis. Mais dans ce cas-là, tu as augmenté l'accessibilité pour les autres. Je pense que ce qu'il faut réaliser, c'est à quel point il y a une sorte de symbiose qui se fait. La croissance économique alimente la croissance culturelle, mais étrangement, tu as aussi, pour avoir une croissance économique, tu as besoin d'une liberté économique pour les entrepreneurs, pour les créateurs. Mm-hmm. Mais est-ce que tu connais des sociétés qui ont persisté longtemps sans la liberté économique et sans liberté politique? Parce que toutes les sociétés qui sont démocratiques sont aussi libérales économiquement à un certain degré ou à un autre. Mais il n'y a aucune société économiquement libérale qui reste répressive longtemps. Il y a quand même eu des exemples, là. On a le Chili, par exemple, qui est apparu pendant un moment. Mais il n'y a aucune société politiquement libre qui est restée politiquement libre, donc culturellement libre, alors qu'elle était économiquement réprimée. Mm-hmm. Tu n'as jamais eu cette relation-là parce que la symbiose entre les deux, la force qu'a la liberté économique sur les autres directement parce qu'elle enrichit les communautés, elle nous rend plus robustes à des chocs de l'environnement ou de la nature ou des imprévus que la vie nous réserve. Mais en plus, elle renforce les autres libertés de manière implicite parce que tu peux exercer, c'est-à-dire que c'est pas juste que tu es culturellement libre d'exprimer une œuvre d'art qui apparaît étrange et offensante pour certains, c'est que tu as même la capacité, par ta richesse qui est créée, d'exercer cette liberté-là. Mm-hmm. C'est-à-dire, tu sais, quand on pense aux peintures de certaines personnes qui sont, par exemple, Banksy en Grande-Bretagne, les gens ne savent pas peut-être c'est qui, là, mais c'est un artiste de rue qui fait des choses vraiment complexes, mais qui offense plusieurs autres personnes, mais je veux dire, quand tu regardes la quantité de ressources qu'il a besoin pour faire ce qu'il fait, je ne serais pas surpris que ça lui coûte un 5 à 10 000 par œuvre en équipement qu'il est nécessaire. Le fait que tu vis dans une société tellement riche que tu peux te permettre d'investir autant dans la création d'art, c'est plus juste sur papier que tu es libre, c'est en pratique que tu es libre de créer culturellement. Ouais, fait que là, quand j'entends des artistes critiquer le capitalisme, j'ai envie de leur dire, va voir Frank Zappa, va voir Dee Snider, va voir les groupes de heavy metal des années 70 et 80. Tous ces groupes-là, là, quand tu leur demandais pourquoi est-ce qu'ils créaient culturellement, ou même Rammstein en Allemagne, « Because we want to make money! » Puis ils le disent ouvertement comme ça. Puis, mais tu le vois qu'ils disent, mais quand tu les pousses un petit peu plus loin, qu'est-ce qu'ils disent? Ben, je veux créer de la valeur pour les gens qui m'écoutent. C'est comme ça que je fais de l'argent. Puis c'est quoi qu'ils ont en commun? C'est Frank Zappa, Rammstein, Dee Snider, Twisted Sister, Rush. Tu regardes, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Cette espèce de désir intense de vouloir faire un profit d'une part en créant de la valeur pour les autres, mais ils viennent tous de sociétés qui sont économiquement incroyablement libres, ce qui leur permet aussi d'avoir les moyens d'exercer cette liberté culturelle. Puis la beauté de ce que tu dis là, moi je trouve, puis ça nous ramène un peu aux propos qu'on avait au début sur la politisation de toute la société ou toute la réalité. Ce que beaucoup de gens oublient, on dirait là-dedans, c'est que la beauté d'un vivre dans un monde libre, c'est que tu as la liberté de consommer
ou d'être en contact avec ce que tu veux. Puis si tu ne veux pas quelque chose, tu as juste à ne pas l'écouter, à ne pas le consommer, à ne pas le regarder, de fermer la radio, de fermer la télé. Tu sais, à un moment donné, c'est ça aussi. Là, moi, si Yann s'ouvre un restaurant, puis il y a une faucille puis un marteau comme collant dans la fenêtre, ça ne me tente pas d'y aller, j'ai juste à ne pas y aller. Puis c'est tout. Pourquoi est-ce qu'il faut que je fasse essayer de faire fermer son restaurant parce que ça ne correspond pas à mes valeurs? Tu sais, puis je prends l'exemple du restaurant parce que tout à l'heure, je voulais amener un exemple que j'avais en tête, mais je l'ai comme oublié pendant qu'on parlait. C'est l'histoire du gars à Montréal qui faisait des soupes vietnamiennes, puis son restaurant, je pense, s'appelait Le Fucking Bon. Oh, oui. Là, il y avait des espèces de woke. Il y avait des espèces de woke. Tu l'avais pas entendu, celle-là, qui voulaient faire. Il voulait faire fermer le restaurant parce que là, soi-disant, premièrement, soi-disant qu'il faisait de l'appropriation culturelle avec la culture vietnamienne. Puis là, ben, avec ses noms de cocktails un peu funky, puis ses noms de soupe un peu spécial, là, il riait des Vietnamiens, puis là, tout le monde était tellement outré. Ils ont fait la moitié de la ville probablement pour essayer de trouver une seule personne d'origine vietnamienne qui était outrée de ça. Puis il y avait une histoire de loi 101 au travers de tout ça, parce que là j'étais là. Pour de vrai, si t'aimes pas ça, aller manger de la soupe tonkinoise au fucking bon, tu peux aussi juste aller manger au Subway, fermer ta gueule. Tu peux aller au fucking off. Je veux dire, pourquoi est-ce qu'un restaurant de soupe puis de ramen doit nous ramener à la Christie de politique? Moi, c'est ce bout-là. Mais encore une fois, c'est incroyable ce que tu dis, parce que tu regardes les gains culturels. Ouais, hey Vincent, c'est pas juste fucking bon. Là. Il y avait des cocktails quand même, le fun. Le lichi moelle cul. Le fuck it. Ah, il y en avait-tu d'autres dans cet article-là? Ouais, c'est ça. Le lichi, moi, le cul, il est obligé de débarquer du menu, lui, je pense. Écoute, moi, je l'aurais essayé, juste pour savoir. Là. Tu sais, des fois, tu as un bucket list dans ta vie de choses que tu as dit. Je le sais que c'est peut-être pas une bonne idée. Mais l'expérience de vivre, des fois, c'est d'accepter, de voir qu'est-ce que l'erreur peut être pour apprécier de faire la bonne chose après. OK, j'en ai trouvé deux autres. Fausse grosse boule et flash tes seins. Oui, puis c'est la manière qu'ils sont écrits qui est le plus drôle. Tu sais, c'est comme vraiment écrit. Ouais. Avec la soupe faux dedans. Oui, c'est ça. Ouais. Mais ça te montre un peu. Encore une fois, j'aime ça voir un petit peu plus loin que ces affaires-là, mais dans la culture, dans l'épanouissement culturel, il y a aussi étrangement le rôle incroyable que la nourriture a dans la manière qu'on a de communiquer. Parce que je veux dire, je suis économiste, là, mais je suis aussi un petit peu un foodie. L'espace que la nourriture nous permet pour échanger, pour communiquer entre nous puis se découvrir, puis l'espèce de fait que même deux personnes qui s'haïssent, étrangement autour d'un repas, deviennent beaucoup plus civilisées. Il y a quelque chose de subtil dans la nourriture. Puis dans les titres que tu dis, là, j'aurais jamais pensé à l'importance. Juste pour ça, là, mettons que je suis juste comme, je savais pas c'était quoi le mot faux avant, juste pour voir à quel point c'était drôle de voir ça, j'aurais été peut-être essayer de voir qu'est-ce que ça veut dire comme mot. Fait qu'il y a une couple de personnes qui auraient été peut-être découvrir quelques mots dans le dictionnaire du langage vietnamien pour découvrir c'est quoi le mot faux. Étrangement, mais tu sais, comme le fait que c'est choquant à première vue nous permet un peu de réfléchir puis de sortir de notre zone de confort. Puis si tu en viens à être offensé de la découverte de choses, puis que tu n'es pas confortable à être exposé à des choses étranges, bien, peut-être que tu vois le monde d'une manière un peu triste. Parce que, je veux dire, c'est quoi le plaisir de vivre si tu n'es pas capable de t'exposer à des choses que tu, a priori, ne comprends pas? Tu sais, le but, comme, à un moment donné aussi, c'est de faire que si tu aimes quelque chose ou tu es intéressé par quelque chose ou tu trouves que quelque chose vaut la peine d'être connu, le but, à un moment donné, c'est que ce soit connu aussi. C'est pas en restant dans l'élitisme le plus absolu que tu vas... C'est un débat que j'avais déjà eu avec un de mes professeurs dans le temps à l'université. Lui, il était très dégoûté par tout ce qu'il y avait de livres de culture populaire. Je ne sais pas trop comment on appelle ça, là, mais des trucs... For dummies.
Ouais, mais tu sais, mettons l'éthique expliquée à ma grand-mère, là, puis des trucs, tu sais, des livres d'introduction un peu. Puis là, je me disais, oui, OK, fine, c'est peut-être pas du contenu pour quelqu'un qui fait une maîtrise là-dedans, mais combien de personnes auraient jamais su c'est qui, je sais pas moi, Aristote, s'il ne l'avait pas lu dans un livre de ce genre-là. Tu sais, à un moment donné, faut que tu faut que tu comprennes aussi qu'il y a des chemins que des gens pourront peut-être jamais prendre. Puis, tu sais, chaque véhicule, des fois, est peut-être pas nécessairement mauvais. Là. Moi, tu sais, moi, je suis spécialisé dans des affaires que si je lis un livre d'introduction destiné au grand public là-dessus, je vais le trouver mauvais, le livre. Mais si quelqu'un n'a jamais entendu parler de ça de sa vie, ben, peut-être qu'il va trouver ça le fun. Une demi-page qui explique c'était qui tel personnage. Ouais. Moi, je vais trouver que c'est simpliste, que c'est plein de raccourcis, puis que c'est à moitié faux. Mais au moins, ça va avoir peut-être élargi sa culture générale. Ça. Mais écoute, si tu penses comme ça, c'est parce que, tu penses ben trop en termes de catégorie. C'est pas comme si je m'attendais à, quand je parle d'économie, que tout le monde ait le niveau doctoral que j'ai en économie. Je suis bien content quand les gens comprennent que quand le prix augmente, t'en veux pas plus. Maintenant, je n'ai pas besoin de leur expliquer l'élasticité en détail. Je n'ai pas besoin de parler de l'élasticité croisée. Je n'ai pas besoin de parler des systèmes avec une fonction non continue ou avec des choix discrets ou avec des choix non monotoniques ou des... Fuck it! Fuck it! Littéralement, F-O. Excusez, P-H-O, en fait. Je me suis fait... J'ai pensé à ce que Yann a dit il y a 2 secondes, puis je me suis pété. Une fuse a pété dans mon cerveau en riant au milieu d'une phrase. Mais, je veux dire, la vérité que je te dis c'est quand même une vérité. La loi de la demande s'applique. Est-ce que j'ai besoin que tu comprennes toutes les nuances pour faire le point qui est présentement là? Non. Si tu veux pousser plus loin, on poussera plus loin. Puis en fait, l'exercice de la communication, là, c'est par définition des fois d'accepter des abstractions qui ne sont pas parfaites. L'idée que les gens doivent snobber, l'idée de briser un gros complexe d'informations, une pièce gigantesque, tu essaies de la trancher de manière à ce qu'elle soit comestible. C'est vrai que ça ne ressemble plus à la pièce initiale, mais ça s'apparente. Ouais. Je veux dire... c'est comme le commentaire que je vois des fois. Des fois, j'écris des trucs sur Twitter, puis là, en dessous, il y a quelqu'un qui commente « Ouais, c'est un peu... tu généralises ou c'est un peu simple comme raisonnement. » Je dis « Ouais, Chris, j'ai 240 caractères pour l'exprimer. C'est pas une thèse de doctorat. » T'es sur Twitter. Ben, c'est ça, mais les gens... Va juste pas sur Twitter. Mais c'est ça, si t'es pas capable de dealer avec l'information en 240 caractères, peut-être ou même que tu te fâches en 240 caractères, peut-être que t'es pas à bonne place. Non, mais je pense que ça va être un time-out, je pense, pour aujourd'hui. Ouais. Ouais. Puis, encore une fois, on n'a pas parlé pas en tout de ce qu'on voulait parler. Mais c'est le fun, on va pouvoir revenir sur l'immigration dans le prochain podcast. Oui, on reviendra là-dessus, puis on reviendra sur ton article sur la langue aussi qui va être sorti à ce moment-là. À ce moment-là, il va être sorti, là, ça sort le 13. Excellent. Bon, fait que bonne semaine, messieurs, puis on remet ça la semaine prochaine.